Bonjour à vous, merci d'être venu. Merci d'être venu pour le webinaire d'aujourd'hui, sur les fraudes financières en ligne, dans le cadre du cybermois de la cybersécurité. Je pense qu'on va démarrer. Ceux qui nous rejoindront en route prendront le sujet en route. En tout cas, nous, on commence à l'heure. Alors, vous devez bien voir mon écran maintenant. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler de comment se passent certains types d'attaques pour frauder, pour faire des fraudes financières. Je vais présenter des scénarios réels vécus, comme ça vous comprendrez mieux aussi comment ça marche, les côtés, enfin, les malwares qui opèrent dans ce domaine-là. Donc, aujourd'hui, Aujourd'hui, il faut se... Donc aujourd'hui, on va essayer de prendre conscience sur des éléments de cybersécurité. D'accord. Donc c'est tout le but de la sensibilisation. باش نوعاو بالأمن ولا نوعاو شنو عندنا في السيبر، في العالم السيبر. Donc, je me présente. Moi, je suis Salwa Harif. Je suis consultante en cybersécurité depuis plusieurs années. J'ai fondé la société ISS Fraud depuis 2017, où on aide principalement les entreprises petites et grandes à se sécuriser et à se digitaliser. J'ai aussi fondé avec plusieurs personnes l'association CSPF, qui est une association pour la sensibilisation à la cybersécurité. Donc aujourd'hui, je prends ma casquette ISS Fraud et dirigeante ISS Fraud pour essayer de vous apporter de la valeur et essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans le monde de la fraude financière. Je commence par un petit récap sur les attaques les plus courantes en Afrique. Donc, basé sur les derniers rapports d'Interpol. En 2023, il y a plusieurs attaques très courantes en Afrique, dont le Business Email Compromise, donc la compromission des adresses email, notamment professionnelles. Les types d'attaques phishing, donc le phishing, c'est pour pouvoir récolter après la donnée, votre donnée. Les attaques ransomware, qu'on a vu la semaine dernière, dans notre webinaire de la semaine dernière, que vous trouverez aussi si ça vous intéresse en vidéo enregistrée. Et nous avons les trojans bancaires que nous allons voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le Business Email Compromise et sur les trojans bancaires. Donc, premier scénario, Banking Trojan ou trojan bancaire. Je vais raconter une petite histoire. OK? Donc, j'étais avec des amis qui m'ont dit que mon téléphone Android n'était pas forcément très sécurisé. Je me suis dit, OK, je vais chercher une application sur le Play Store pour pouvoir sécuriser mon téléphone Android. Donc, j'ai cherché sur le Play Store, j'ai trouvé une application qui s'appelle Google Protect. Donc, je suis allée dans le Play Store, j'ai vu l'application Google Protect. Il me disait que c'était bien pour protéger contre les virus. Il disait que c'était une application faite pour ça. J'ai téléchargé l'application et je l'ai installée
sur mon téléphone. Étape d'après, quand j'ai démarré l'application la première fois, on m'a demandé d'accepter de donner des droits à l'application, ce qui arrive souvent dans les applications qu'on télécharge. Au début, j'ai essayé de lire, je me suis dit, bon, c'est quoi les droits qu'on me demande? J'ai pas trop aimé non plus les parties où on me demande de prendre le contrôle, etc. Donc, j'ai annulé. Mais quand j'ai annulé, ça a insisté vraiment plusieurs fois. Ça m'a envoyé des notifications. Je pouvais pas ouvrir l'application. Je pouvais rien faire dans l'application et je pouvais plus rien faire limite dans mon Android en fait. Parce que j'avais plein de notifications à chaque fois. Il faut activer les droits. Donc j'ai fini par accepter. Ici, on me demandait les droits ici, on me demandait les droits d'accessibilité. Donc, normalement, les droits d'accessibilité, c'est tout ce qui est lié à grossir le texte. En général, c'est pour les personnes qui vont avoir du mal à lire les petits caractères ou alors pour les malentendants, des fois pour pouvoir donner retranscrire en son ce qu'il y a en texte sur l'image. Donc, j'ai accepté. Après avoir accepté, l'application a disparu. C'est bizarre. Donc, je reviens sur mon Android. L'application a disparu. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, bon, c'est peut-être désinstallé. Quelques jours plus tard, je constate la catastrophe sur le compte bancaire. Le compte bancaire maintenant est nul. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en installant et en acceptant d'octroyer les droits? J'ai introduit le cambrioleur chez moi. Ici, l'exemple qui a été donné est celui du trojan bancaire Godfather. C'est le nom de ce trojan. Et voici les actions qu'il peut faire maintenant sur mon appareil, les droits que je lui ai donnés sur mon appareil. Je ne vais pas vous lister l'ensemble, mais donc, entre autres, je lui donne le droit d'ouvrir n'importe quelle application sur le device, donc Start App. Je lui donne le droit de remplacer l'URL, une URL légitime. Donc, j'ai un start push ici, start the web view activity with a malicious URL. Donc, dès que je vais avoir, par exemple, un site bienveillant, un site normal, il va pouvoir remplacer l'URL par une autre. Pourquoi il faut faire ça? Pour pouvoir justement récolter mon mot de passe et mon identifiant bancaire. Qu'est-ce que je lui ai autorisé aussi? Je lui ai autorisé de start forward call on the device. Le forward, ça va forwarder les appels et ça va intercepter aussi les SMS. Donc, on sait tous que pour la banque, on va d'abord se connecter avec l'identifiant et le PIN, mais une fois qu'on s'identifie, la plupart des banques maintenant font deux facteurs. Donc, ça veut dire que le deuxième facteur d'authentification, qui est souvent le SMS, donc ce SMS-là qu'on va recevoir, il sera intercepté par l'attaquant. Donc, il pourra rentrer le code demandé par la banque. Donc, comment on a trouvé tout ça? En tout cas, comment on a trouvé son comportement? C'est une certaine Laurie Kirk, qui est chercheuse en cybersécurité et qui est spécialiste en ingénierie inversée, reverse engineering, à Microsoft. Donc, elle a étudié le comportement, elle a étudié le code décompilé et elle a pu trouver justement l'ensemble de ces commandes-là. Mais comment on fait pour être infecté en général par ces trojans? Dans notre exemple ici, on a installé nous-mêmes une application dans le Play Store. Le problème avec Google mène une guerre permanente avec les applications malveillantes.
mais ils n'arrivent toujours pas à bien tout contrôler. Parce que le point particulier du Trojan, qui est le cheval de Troie en français, donc le Trojan, il va se camoufler derrière une application bienveillante. Et c'est très difficile à détecter ou à trouver. Donc, presque impossible, en fait. C'est pour ça que Google est en guerre permanente. Et comment ils font pour infecter la machine? En général, ils sont installés donc, avec des jeux qu'on peut trouver en ligne ou avec des applications craquées, des jeux craqués d'ailleurs, ou des applications craquées. Donc, c'est des applications qui sont à la base bienveillantes, mais du coup, on va aller trouver, nous, le code source dans quelque part où quelqu'un nous envoie le code source, l'exécutable, où quelqu'un va nous envoyer l'exécutable qui est craqué, qui contient le trojan. Il faut savoir que d'après une étude de Trend Micro, le Maroc est le premier pays affecté par les trojans bancaires. Pourquoi? Je n'ai pas encore la réponse. Je continue d'investiguer. Mais si vous avez des réponses ou des idées, vous pouvez les partager dans le chat. Parce que, comme vous voyez ici, on est vraiment, il y a à peu près 18 000 détections remarquées au Maroc. Et les deuxièmes, qui sont l'Afrique du Sud, sont à peu près à 6 000. Alors, pourquoi le Maroc est spécialement ciblé par les trojans bancaires? Peut-être vous avez des idées. En tout cas, je vous laisse partager vos idées sur le chat. Donc, scénario 2. Scénario 2, maintenant, on va étudier le Business Email Compromise, ou le BEC, ou en français, la compromission des adresses business, des adresses professionnelles. Donc, la compromission de la messagerie électronique va induire une arnaque aux faux ordres de virement. C'est un des types de fraudes cyberbancaires les plus courantes en Afrique, d'après le dernier rapport d'Interpol. Dernier rapport, vous pouvez le trouver sur mon profil. D'ailleurs, je l'ai partagé sur mon profil LinkedIn. Vous pouvez le télécharger. Et vous pouvez le trouver en ligne aussi. Donc, comment ça se passe, l'attaque BEC? On va dérouler ensemble le scénario standard. Donc, le scénario standard, étape 1, c'est l'identification de la cible. L'identification de la cible, elle se fait en cherchant des informations en ligne sur les réseaux sociaux, sur Google, sur les articles écrits, etc. etc. Donc, c'est tout ce que la personne ou une personne de la société va pouvoir laisser comme trace en ligne. Une fois que l'attaquant a identifié sa cible, donc une personne notamment soit de la direction générale de la société, soit quelqu'un qui est dans le département financier ou comptable. Une fois qu'il a identifié cette personne, il va lui envoyer un email de spear phishing. Donc, c'est du phishing très ciblé. Où, à travers les informations qu'il aura trouvées sur Internet, il va lui donner les informations nécessaires pour que cette personne-là puisse lui faire confiance. Une fois qu'elle lui fait confiance, il essaye d'exploiter en fait cette confiance. Cette confiance, il va l'exploiter en demandant notamment de dire, bon, soit de cliquer sur un lien, on va lui dire, OK, est-ce que vous pouvez cliquer sur ce lien-là? Et ce lien-là va télécharger un malware. Donc, ce malware, il va soit prendre le contrôle du coup sur la messagerie, ça peut être le cas. Il peut induire aussi à se faire croire pour un nouveau fournisseur et dire, voilà,
je suis le nouveau fournisseur, voilà le RIB. Donc, la personne va enregistrer le nouveau RIB. Elle peut aussi induire en erreur, notamment en disant que c'est en personnifiant le fournisseur. Et en personnifiant le fournisseur, il va avoir, personnifiant le fournisseur, il va se faire passer pour lui pour dire je change le RIB. Donc ça, c'est l'étape 3. L'étape 4, une fois que l'ensemble des informations sont là, il va pouvoir y avoir un transfert un transfert financier. Mais comment ils font pour être crédibles? Ou comment ils font pour, pour que la personne puisse leur faire confiance? Il y a plusieurs méthodes, donc qu'on appelle l'ingénierie sociale. Et c'est des méthodes qui permettent de tromper une personne pour l'amener à faire une action. Donc cette tromperie-là, elle est appuyée par souvent un email qui ressemble à celui du fournisseur. Donc par exemple ici, @microsoft.com au lieu de @microsoft.com. Ça peut être une attaque beaucoup plus poussée où la messagerie du fournisseur sera affectée. Donc, les mails vont partir avec les mails du fournisseur. Donc, là, c'est très difficile à savoir d'un point de vue humain, d'essayer de savoir est-ce que c'est le vrai fournisseur ou pas qui nous demande de changer le RIB. C'est très difficile à savoir. Est-ce que c'est légitime ou pas? Donc, pour être sûr si c'est légitime ou pas, il faut avoir une procédure de changement de RIB au sein de la société, avec des vérifications et plusieurs niveaux d'approbation. Quels sont les signes d'infection? En tout cas, les signes qui sont visibles à l'œil nu. Dans le cas du trojan bancaire, vous avez vu, juste l'application a disparu et je n'avais plus rien. Donc, j'ai rien. Je ne sais pas. J'ai rien vu. L'application aurait très bien pu rester là. Mais en tout cas, comme signe d'infection, je n'en ai aucun. Et quel pourrait être le signe de la compromission d'adresse email? Je ne peux pas savoir non plus. En tout cas, on ne voit souvent rien jusqu'à l'incident. Donc, que faire quand j'ai cliqué ou quand j'ai installé quelque chose et que j'ai un doute et que je pense avoir fait une erreur? Quand je pense avoir cliqué ou installé quelque chose et que je pense avoir fait une erreur, la première chose, c'est de contacter le support informatique, si vous en avez un, ou un point de contact sécurité, ou quelqu'un qu'on connaît, qui fait peut-être la cybersécurité ou de l'informatique. Dans une organisation, c'est souvent le support informatique. Le support informatique se doit d'avoir une procédure pour gérer ce type de cas. Donc, ça fait partie des procédures de management des incidents. Deuxième chose, dans le cas où, par exemple, dans le cas du Trojan, une fois installé, je suis partie sur mon application bancaire et j'ai rentré mes identifiants. Donc, si j'ai fait ça, donc ça veut dire que le Trojan a pris déjà les informations. D'accord? Donc, il a fait du phishing. Il a attrapé le poisson. Il a attrapé le poisson qui est mes identifiants. Mais je me suis rendu compte assez rapidement, c'est-à-dire qu'au bout de quelques minutes, peut-être que j'ai installé le Trojan et que je suis allée sur mes applications bancaires, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Dans ce cas-là, il faut agir vite. Il faut contacter la banque, changer les identifiants rapidement. Je change les mots de passe que j'ai rentrés pendant cette période-là.
pour couper l'accès justement à l'attaquant. Et une fois que j'ai fait ça, je fais un test antivirus avec un logiciel officiel et reconnu et je coupe la connexion Internet. Il faut essayer de couper la connexion Internet assez rapidement d'ailleurs, parce que c'est la connexion Internet qui permet à l'attaquant après de faire ses demandes à distance ou d'accéder à distance à l'appareil. L'attaquant va accéder à distance à mon appareil mobile. Donc, si je lui coupe la connexion, il n'a plus accès à l'appareil. Il ne peut plus rien faire, il ne peut plus récupérer les données et il ne peut plus effectuer des actions. Et bien sûr, il n'est pas mentionné ici, quand j'ai fait ça, il faut se préparer après pour tout réinstaller à nous, tous les logiciels et reprendre les backups. Et si jamais j'ai un doute que je n'ai pas encore cliqué, donc j'ai un doute, je n'ai pas encore installé l'application, je n'ai pas encore cliqué sur un lien malveillant, je n'ai pas encore fait l'action qui va compromettre mon système. Si c'est le cas, alors la première chose à faire pour savoir si c'est légitime ou pas, j'investigue. Et à chaque fois, je prends toujours le temps nécessaire pour analyser le mail ou analyser l'application. Je n'installe jamais sans réfléchir et toujours, je prends le temps nécessaire pour que je puisse faire confiance à 100% à ce que j'ai fait. Donc, la première chose, c'est d'investiguer. Si c'est un mail que j'ai reçu avec des informations, même peut-être avec un numéro de téléphone, je ne clique pas sur le numéro de téléphone qui est communiqué sur le mail, j'investigue autrement. Ça veut dire, si c'est une nouvelle société, par exemple, un nouveau fournisseur qui m'envoie un mail en me disant, voilà mes RIB, voilà mes informations, etc., voilà la facture, ou je ne sais rien, eh bien, ce fournisseur-là, il va falloir trouver des informations ailleurs. Je vais chercher sur Google le nom de la société fournisseur. Je vais contacter le numéro qu'il y a sur Google. Je vais essayer d'aller sur place si jamais les montants sont trop importants. En tout cas, j'investigue par d'autres moyens qui ne sont pas présents sur le message. Et dans le cas des applications malveillantes ou des liens ou des fichiers zip ou je ne sais quoi, si jamais j'ai une URL ou si jamais j'ai un fichier qui est joint au mail ou si jamais j'ai une APK, par exemple, pour les applications Android, dans ce cas-là, vous avez toujours le choix, vous avez toujours la possibilité. Bon, il y a une petite erreur une petite coquille. Donc, vous allez sur virustotal.com pour scanner le fichier ou scanner l'APK ou scanner l'URL. Virustotal.com, c'est un outil qui va permettre de chercher chez l'ensemble des antivirus du marché lesquels ont monté le drapeau rouge pour cette URL ou pour cette application-là. Donc, vous pourrez voir, est-ce qu'elle paraît légitime déjà à premier abord? Est-ce qu'elle a déjà été flaguée ou pas? Et dans tous les cas, je ne le fais pas si ce n'est pas une nécessité absolue. Deuxième chose, je doute toujours quand on me demande un mot de passe ou d'autres informations personnelles. Je ne communique jamais mes mots de passe, ni mes informations bancaires, même si on se fait passer pour quelqu'un de la banque. Jamais on ne communique ces informations bancaires sur les moyens cyber, ni d'ailleurs sur d'autres moyens. Que faire quand j'ai un doute? Si je ne sais pas, est-ce que je dois cliquer ou pas? Si ça a un caractère urgent, si on me demande de faire l'action de manière urgente, je prends toujours le temps. Toujours. Jamais je n'agis par urgence ou rapidement. Que faire quand j'ai un doute? Je me pose la question. Il faut être intelligent aussi. Si jamais ça a l'air trop beau pour être vrai, un peu comme quand on est dans la vraie vie, si c'est trop beau pour être vrai,
on essaye on refuse. Ou alors on voit peut-être l'arnaque arriver. On se dit peut-être, voilà, il y a une arnaque, je ne vais pas me faire avoir. Donc, les mesures de base à adopter. D'abord, j'installe un antivirus, PC et mobile. Maintenant, il y a des antivirus aussi pour les mobiles, notamment Android. Je mets en place une procédure de changement de RIB fournisseur. Donc, pour les entreprises, il faut avoir une procédure en place. Comme toute procédure, elle doit être appliquée et elle doit inclure plusieurs étapes de vérification et de validation. J'utilise, quand je peux, l'authentification multifacteur. J'essaye de ne pas la faire via SMS. Essayez toujours d'avoir d'autres moyens d'authentification, soit physiques, notamment avec les clés YubiKey, par exemple. Je vous montre l'exemple ici. Donc, c'est une clé physique. Si je ne l'introduis pas, bah, je n'ai pas de deuxième. J'utilise un coffre-fort de mots de passe pour pouvoir avoir des mots de passe différents pour chaque système, parce que dans l'exemple du Trojan, si jamais l'attaquant a trouvé le mot de passe d'un demi-compte, donc il l'a pris. Moi, je me suis rendu compte, je suis allée tout de suite sur ce compte-là à la base, quand je viens de le télécharger. Je me suis dit, bon, ben, mon mot de passe est compromis, je vais le changer. Mais même si je le change sur cette application compromise, il va falloir le changer sur l'ensemble des autres applications qui ont le même mot de passe. Donc, toujours avoir un mot de passe différent pour chaque application et des mots de passe complexes. Et étant donné que c'est humainement impossible de retenir autant d'informations et autant de mots de passe complexes avec des caractères spéciaux, on utilise souvent des coffres-forts de mots de passe. Les coffres-forts de mots de passe qui vont inclure nos mots de passe pour chaque application, les URL, etc. Quatrième, je mets à jour régulièrement mes applications et les systèmes. Parce que si on ne met pas à jour, les vulnérabilités, elles sont connues par les attaquants et elles sont exploitées par des logiciels malveillants. Donc, plus mon système est à jour, moins de types d'attaque va fonctionner sur mon appareil. Je vais essayer de le faire autrement. Si je travaille encore sur du Windows XP, depuis Windows XP, il y a eu plusieurs vulnérabilités qui ont été découvertes. Des vulnérabilités qui ont été exploitées, surexploitées, etc. Windows XP, en plus, n'est pas maintenu par Microsoft. Donc, ils ne font plus, eux, les mises à jour de sécurité. Donc, forcément, si je travaille sur Windows XP, je vais être sur un système qui est vulnérable. Ce système vulnérable, il y a eu plusieurs virus et malwares qui sont sortis après pour exploiter les vulnérabilités d'XP. Et moi, je n'ai aucun moyen de le patcher. Donc, si je ne mets pas à jour mon système, les attaques qui marchaient il y a 10 ans ou 15 ans vont toujours fonctionner actuellement sur mon appareil. Or, c'est toujours la course. Toujours la course pour les éditeurs, pour les constructeurs. Normalement, toujours la course pour la sécurité, pour sécuriser les appareils. Donc, si j'ai un nouveau système d'exploitation avec toutes les mises à jour qui sont installées, dans ce cas-là, il n'y a que les attaques les plus sophistiquées qui peuvent peut-être fonctionner encore. Mais j'enlève une bonne partie du risque. Cinquième aspect, je n'installe pas les applications craquées ou dont le code source n'est pas connu, ou la source n'est pas connue. Pourquoi? Parce que comme on a vu avec le trojan bancaire, dans les applications légitimes va se cacher un logiciel malveillant. Et ce logiciel malveillant va contenir du code malveillant et il va se dérouler en toute confiance sur notre système. Parce qu'en plus, on lui aura donné des droits de s'installer, peut-être même des droits d'administration sur notre machine, donc d'accéder à tout ce qu'il veut. Donc, par exemple, Tijari Wafa Bank, pour les fraudes bancaires,
Toujours, vous allez peut-être, si vous êtes client Tijari, vous allez voir sur les GAB, sur les machines de retrait, ce message de sensibilisation. C'est toujours les mêmes choses qu'on répète, parce que c'est toujours, au final, c'est pas mal de bases. Donc, un des messages, par exemple, c'est la banque ne vous demandera jamais vos identifiants, mots de passe ou autres données à caractère personnel par SMS, mail ou téléphone. Il faut bien l'avoir en tête. Ne communiquez jamais une capture d'écran affichant vos données sensibles à des tiers. Données sensibles, notamment les informations bancaires, code d'entrée, etc. Soyez vigilant à tout SMS ou email vous demandant d'ouvrir une pièce jointe suspecte ou de cliquer sur un lien suspect. Parce que c'est ça qui va induire à l'installation du malware. Et ne partagez jamais les codes de validation de vos opérations bancaires avec des tiers. Par exemple, vous avez les SMS que vous recevez. Si quelqu'un vous demande le code de vérification, c'est que peut-être il a pu avoir accès à votre application bancaire. Donc, en lui donnant le code, on lui facilite encore plus la tâche. Donc, quel est notre métier, nous, chez ISS Fraud? Donc, chez ISS Fraud, on aide les entreprises à se sécuriser. Donc, les mesures que je vous ai données avant sont les mesures de base pour l'ensemble des individus, que ce soit chez vous, avec votre famille, dans vos applications de tous les jours personnelles, ou que ce soit au travail. Et nous, notre métier chez ISS Fraud, c'est de sécuriser la partie entreprise. Donc, pour sécuriser la partie entreprise, on va fournir des solutions et on va fournir de l'intelligence aussi, de l'architecture, pour mettre en place des systèmes pour protéger les terminaux. Donc, des terminaux, c'est terminaux PC, téléphone, etc. On va mettre en place le chiffrement et les sauvegardes des données pour que si jamais l'appareil se fait voler, on ne peut pas récupérer forcément les données qui sont dans les disques. On gère la sauvegarde. Donc, la sauvegarde, que si jamais on perd ces données pour une raison ou une autre, eh ben, on peut toujours les récupérer. Si on se fait attaquer par un trojan et qu'on doit tout réinstaller à nouveau, il faut bien qu'il y ait des sauvegardes. Et quand on est dans un milieu professionnel, dans l'entreprise, il peut y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de data, beaucoup, beaucoup de systèmes. Et souvent, ces systèmes et ces données sont le cœur de l'activité de l'entreprise. Donc, si ça se perd, la raison d'être de l'entreprise peut être mise à mal. Troisième aspect de sécurité des postes de travail mobile, c'est de pouvoir gérer de manière centralisée les postes de travail et les téléphones mobiles. De gérer aussi les politiques de sécurité. On parlait tout à l'heure d'installer Google Protector, par exemple, Google Protection, je crois, comme antivirus. On part du principe que tout le monde n'est pas capable de savoir si, par exemple, une source est bienveillante ou pas. Parce que ça demande un travail d'investigation sur la source, ça demande un travail d'investigation générale sur cette application-là. Et ce travail-là, il est fait par nos spécialistes cyber. Donc, ce travail-là, une fois qu'il est fait, eh ben, ces spécialistes, ils savent quelles sont les applications que les utilisateurs peuvent installer ou ne peuvent pas installer. Donc, c'est tout ce qui rentre dans la gestion centralisée du parc. Donc, dans la gestion centralisée du parc, on va gérer de manière centralisée les politiques d'installation, les applications qu'on va pouvoir installer sur les PC ou sur les téléphones mobiles, et on va pouvoir gérer de manière centralisée la sécurité des PC et des mobiles. On travaille avec plusieurs solutions, notamment sur, par exemple, EVET propose une solution de protection bancaire, en tout cas de protection de navigation. Donc, ils vont fermer le navigateur et le sécuriser pour que, justement, on ne tombe pas dans ces problèmes-là de fausses adresses web, etc. Donc, ils vont récolter le maximum d'URL légitimes, etc., et même non légitimes, et ils vont bloquer ça à la suite. Deuxième aspect, c'est la sécurité de l'infrastructure et des réseaux. Donc, on essaye de protéger
comme on protège les terminaux, donc les points terminaux, les PC et les téléphones mobiles, on va protéger les serveurs. On va protéger les serveurs par les éléments standards des appareils, donc les antivirus, EDR, mais on va rajouter d'autres briques pour les serveurs. On va protéger les adresses de messagerie. Je pense que vous avez peut-être dû faire aussi l'expérience. Sur certaines adresses de messagerie, vous allez recevoir énormément de spam et sur d'autres, beaucoup moins. C'est parce que derrière, ceux où il y a moins de spam, il y a des outils de protection mail, des solutions anti-spam qui permettent de réduire un peu le flux des spams. Troisième aspect, c'est la protection du périmètre. Une fois que je suis dans mon entreprise, il faut rajouter la partie sécurisation des murs, enfin des murs réseau, de sécurisation du réseau. Donc, comment je sécurise mon réseau? Je sécurise à travers des firewalls qui incluent souvent les technologies de détection d'intrusion pour savoir est-ce que j'ai un attaquant qui prend le contrôle sur mon infrastructure. On protège le périmètre en mettant en place les solutions sécurisées pour l'accès distant. On protège le périmètre aussi en contrôlant ce qui se passe, donc via un SIEM ou via un XDR. Donc via le SIEM ou le XDR, on va pouvoir récolter l'ensemble des actions qui sont faites sur l'ensemble, que ce soit de mon réseau ou de mes appareils ou de mes applications, et définir les comportements normaux des comportements anormaux. Donc, on travaille avec plusieurs solutions. Donc, on est partenaire officiel des solutions qui sont en haut à droite, qui sont les solutions avec lesquelles on va travailler sur ces parties-là de sécurité infrastructure et réseau. Troisième aspect pour les entreprises, c'est toute la partie identité. Pourquoi les identités? Qui sont ces identités? Qui doit avoir accès à quelle information, quand et comment? Est-ce qu'il a vraiment le droit d'y accéder? Une fois qu'il est parti, comment faire pour tout couper les accès qu'il avait eus? Donc, toute cette partie gestion des identités et gestion de la sécurité des identités, on la gère à travers 3 briques. Donc, la gestion des identités elles-mêmes, donc qui fait quoi dans le système. La gestion des accès la gestion des accès administrateurs, donc notamment pour les administrateurs qui sont des comptes très sensibles. Ces comptes-là doivent être monitorés proprement. Et ces comptes-là sont souvent les comptes qui sont ciblés par les attaquants parce qu'ils ont beaucoup d'accès au système. Troisième aspect, c'est la protection des accès, donc des accès à mes applications. Comment je rajoute une couche de protection d'accès à mes applications?